On commence avec Marie-Chantal Mercure, alias MCM, qui est rappeuse, née au Lac-Saint-Jean. Elle a passé son enfance à Chibougamau et a déménagé à Québec en 2007. Ayant un intérêt marqué pour la scène rap de la vieille capitale, elle se dirige intuitivement vers le studio Essentiel Productions. Au sein d'une sphère artistique où, il faut dire, le ratio homme-femme est déséquilibré, MCM milite pour prendre sa place. Et le projet militant est porteur d'un message social car il s'inspire des expériences vécues par l'artiste au cœur des communautés défavorisées du nord du Québec. Donc, bienvenue, MCM. Ensuite, je vous présente Steve Busy, de son vrai nom Steve Bizimana, qui est originaire de Burunda et né dans le quartier Limoilou, à Québec. Il s'est distingué rapidement pour son franc-parler et ses métaphores. Il a collaboré sur la chanson To-Do List, qu'on peut-être connaît tous, de Ken Lo, sur l'album Cent fois, qui est récipiendaire du prix Félix pour le meilleur album hip-hop de l'année. Et en 2021, Steve Busy sort son tout premier album studio intitulé « Jamais Limoilou sans moi ». Donc, bienvenue Steve Busy. Ensuite, je vous présente King Fally, qui est notre invité spécial. C'est un jeune rappeur qui vient de la ville de Sherbrooke et qui est originaire de la République démocratique du Congo. Il a débuté sa carrière à travers des freestyles dans son quartier et dans des lives sur les réseaux sociaux. Il a lancé sa carrière à la jeune âge de 13 ans, c'est très, très, très impressionnant, quand il a composé et interprété 2 projets à connotation sportive, intitulés Champion et Olympique Freestyle, en espérant devenir champion du monde de rap. Et il représente The Next Generation et travaille sans relâche pour faire découvrir la nouvelle génération à un plus grand public. Donc, bienvenue, King Fally. Et Sansou, qui est originaire de la Rive-Sud de Montréal, est très connu pour les Word Up. Le Fresh Prince de Belleuil pour les intimes. D'abord, je vais vous présenter la première chanson que j'ai faite. Est-ce que tu peux faire pause? Attends, ouais, voilà. Ça, j'avais 13 ans, c'était en 2020. Moi, je suis un rappeur COVID, moi. Moi, je suis... Fait que, ouais. Dans le fond, moi, je faisais du hockey, je faisais du sport. Et à cause du COVID, justement, vu que j'étais bloqué à la maison, je ne pouvais pas faire de sport, j'ai commencé à écrire des textes. Puis vu que tous les grands de mon quartier rappaient déjà, j'ai commencé à rapper moi aussi. Puis il y avait des lives sur Instagram. Des rappeurs de Montréal faisaient des lives, puis faisaient des concours, puis ils pouvaient gagner de l'argent. Fait que moi, je me suis mis à faire du freestyle. Puis, j'ai gagné des concours, je rentrais dans les lives, on a commencé à me connaître comme ça parce que je faisais des freestyles dans les lives et tout. Jusqu'à un beau jour, j'ai créé cette chanson-là. Je l'ai fait en live, je pense, finale de concours freestyle de White Bee, je pense. Puis j'ai gagné avec cette chanson-là, puis tout le monde avait de la chanson dans la tête à cause de live. So, je suis allé au studio l'enregistrer, j'ai fait un clip, puis aujourd'hui, la chanson est à 100 000 sur YouTube, puis c'est jusqu'à maintenant mon plus gros hit. Donc, ouais, tu peux mettre la chanson. J'étais dans le bâtiment comme le 10, yeah, en quarantaine, mais l'esprit libre, yeah, yeah. Tous mes canons, j'ai tué le champion, en position, pas punition. Yeah, 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 j'rate comme un canon, j'ai tué le champion, dans ma position, pas punition, c'est mon édition, j'suis pas des fantômes, j'ai de la précision, j'suis pas des fantômes et j'rate comme un canon, j'ai tué le champion, dans ma position, pas punition, c'est mon édition, j'suis pas des fantômes, j'ai de la précision, j'suis pas des fantômes, parce que c'est moi, le monstre en dessous de ton lit, qui te fait peur et qui te pisse au lit, c'est pour ça que t'attends des ris, qui tu te crois donc, mais t'es juste une petite, on n'a pas besoin de payer, tout est influencé comme un rapide, comme un Ali, ben oui, j'm'appelle King.
King Fally et je fais partie de la TNG. C'est moi qui fais tout, c'est pas moi qui finis dans le gros trou. J'en ai fini avec ces jaloux qui sont contre moi mais qui sont en garde à vous. Ils mettent de voix, you, peut-être que je le suis. Ils verront mes bijoux, ils seront tous ici. Je rentre comme un canon, je sais que je suis le champion. Dans ma position, pas punition, c'est mon édition. J'ai pas des fantômes, j'ai de la précision. J'ai pas des fantômes et je rentre comme un canon. Je sais que je suis le champion, dans ma position, pas punition, c'est mon édition. J'ai pas des fantômes, j'ai de la précision. J'ai pas des fantômes. Tu veux je te respecte à cause d'un badge. Toi commence par respecter toute ma race. Mais c'est peace and love comme Bob Marley. On avance toujours malgré le hate. Yo, shout à Frank, shout à ici, shout à tout le monde à TNG. On va toujours continuer à faire. Ouais, il fallait que je shout-out tout le monde, là, parce que... Je rentre comme un canon, je sais que je suis le champion. Dans ma position, pas punition, c'est mon édition. J'ai pas des fantômes, j'ai de la précision. J'ai pas des fantômes et je rentre comme un canon. Je sais que je suis le champion. Dans ma position, pas punition, c'est mon édition. J'ai pas des fantômes, j'ai de la précision. J'ai pas des fantômes. Aïe, aïe, aïe. Gang, 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 gang. Par après cette chanson-là, c'est là que tout a explosé vraiment. Tous les rappeurs se sont mis à partager, que ce soit des Souldia, des White Bee, des Coreas, des... Vraiment, moi, je m'attendais pas à ça. Même toi. Même moi. Tout le monde a... C'est clair, COVID, moi, je me suis pris ça sur la gueule. J'étais comme, OK, la Donc, jeunesse est très hot. Ça, c'est un petit diaporama. J'ai fait des shows à Montréal, à Sherbrooke, des premières parties des rappeurs. J'ai rencontré Souldia aussi, qui m'a permis de collaborer avec JJ. J'ai rencontré le rappeur Maes de France. J'ai ouvert pour Fouki et Coréas au Festival Lac des Nations. J'ai rencontré Kobalade, mon rappeur préféré de tous les temps. Aïe, aïe, aïe. Et Marimé aussi. La question que je veux poser porte sur l'identité et l'authenticité. Donc, je veux savoir quelles sont vos sources d'inspiration. Honnêtement, moi, c'est le sport. Déjà, number one, c'est le sport. Ce que je vis. Puis moi, ce que je vis pour l'instant, c'est l'école, le sport, le quartier, c'est sûr. Donc, je te dirais le sport, mon entourage, ce que je vis, la famille, puis le quartier aussi, je vais dire, et l'école. C'est les 3 sources d'inspiration que j'ai, moi, honnêtement. Puis après ça, c'est sûr, je vais amener les enjeux sociaux, ce qui me passe par la tête et tout, nanana. Mais souvent, ce qui passe dans mes textes, c'est la famille, l'école, puis ce que je vis. Et ça se voit même dans les titres. Genre... Ouais, même dans les titres. Champion, parce que ça a été un de mes surnoms, déjà de un au hockey qu'on me donnait. Ben, mes sources d'inspiration, c'est sûr que ça reste mon vécu. Je pense que c'est un peu une base dans le rap, dans le hip-hop. Pas pour tout le monde, mais moi, personnellement, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai vécu de mon passé. Étant une femme dans un milieu, comme on disait, plutôt masculin, c'est sûr que j'essaie de représenter aussi mes sœurs dans le milieu. Mon rap touche beaucoup au féminisme. Puis ce qui est drôle, c'est que j'utilise aussi beaucoup de sexisme dans mes chansons. Je le tourne dans un sens où je le dénonce sans cautionner, finalement. Ouais. Fait que c'est vraiment ma manière à moi de m'exprimer, puis voilà. C'est ce qui m'inspire. Moi, il y a une journée, j'ai envie de faire rigoler les gens. Il y a une journée, j'ai envie de brailler. Il y a une journée, j'ai envie d'exprimer des trucs un peu idéaux, religieux, sociaux, politiques. Je lis beaucoup, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup l'actualité. Mais à travers tout ça, la ligne directrice, c'est que j'essaye de donner de l'espoir, puis d'apporter de l'énergie positive, parce que on vit dans un monde où c'est tellement facile de voir tout le négatif qui arrive sur la planète. Puis il y a des gens, il y a un mec qui s'appelle DJ Pone de la Funky Family. C'est un gars qui a développé la maladie de Charcot, qui est cloué à un lit d'hôpital, qui fait des beats avec ses yeux. Le gars est cloué sur un lit d'hôpital. Il y a un logiciel qui trigger ses yeux. Il arrive à produire. Je me dis, si ce gars-là est capable de produire des albums, d'écrire des livres, hey, sors-toi les doigts des oreilles, puis fonce, fais quelque chose. Fait quoi, je pense que c'est important de dire aux gens qui sont capables de faire des choses, même si ça peut sembler démagogue. Il n'y aura jamais assez de ce genre de message-là pour dire aux gens de ne pas laisser tomber. Ça, c'est un fact, ça, honnêtement, je suis d'accord avec toi aussi. Oui, vraiment. De voir le positif, puis toujours avancer, puis toujours penser aussi dans le futur. Oui, c'est bien parler du passé, il faut toujours parler du passé, tout, mais il faut parler de qu'est-ce que tu veux. Parce que moi, dans la vie, je trouve que tu attires ce que tu dis, tu vois. Et si tu parles toujours du négatif, tu parles toujours de « Ah, nanana, j'ai peur, ben, tu vas avoir peur. » Mais si tu parles que je veux réussir, je veux être une meilleure personne, je veux, tu vois, que
ce soit même dans un petit verse, là, je te promets que ça peut arriver, honnêtement. On a la vie qu'on incarne, là, clairement. Man. C'est un peu, les mots, c'est un peu des incantations. Si tu parles d'être triste, tu parles d'être dans le sombre, ben ta vie, elle va être sombre puis elle va être triste. Puis si tu cherches des moteurs pour focusser sur le positif, il y a toujours des opportunités qui débloquent. Totalement d'accord. Puis je vais rebondir un petit peu là-dessus. Après ça, je laisse la place à Busy. Il y a aussi cette espèce de lumière, parfois, que personnellement, j'essaie d'apporter dans le sombre. Parce que, tu sais, je viens d'un milieu, comme on disait tantôt, un peu pas facile. Fait que, tu sais, des fois, je trouve que c'est bien aussi d'en parler un peu de ce milieu qui est un peu plus sale, finalement. D'apporter une espèce de petite lumière, l'espoir, là, comme tu disais. Yeah! Moi, pour ma part, je dirais que ce qui m'inspire, c'est vraiment, je ne veux pas me répéter ou répéter ce que les autres ont dit, mais c'est vraiment aussi ce que j'ai vécu, ce que je vis, ce que je veux vivre aussi. Moi, je suis né en 92, fait que si on calcule le temps où est-ce que... Parce que quand t'es jeune, t'écoutes pas vraiment de la musique, à part peut-être ce que tes parents écoutent ou quoi que ce soit. Fait que quand je commençais à tomber dans le hip-hop, moi, c'est plus ce qui se faisait aux États-Unis vers ce qui se faisait ici, parce qu'il n'y en avait pas encore beaucoup qui se faisaient tant que ça ici. Puis... C'était quoi, genre, ton premier gros coup de cœur de rap américain? Ça, c'est une grosse C'est ça que je veux faire. Là. Oh, j'ai entendu ça, c'est mon truc à ce temps. Je dirais que mon premier gros coup de cœur, c'était comme Ludacris, je te dirais. Genre. Ludacris, parce que j'aimais son côté humoristique de ce qu'il faisait. Puis c'est pas trop ce qu'on voyait ailleurs, ses vidéoclips aussi, whatever. Fait que je dirais, mettons, c'était Ludacris, Lil Wayne, les gars de Dipset, whatever. Fait que c'était plus ce créneau-là qui m'a influencé. Puis quand j'ai commencé à faire du rap, c'est ce que j'essayais d'émuler, d'imiter, si on peut dire ça comme ça, dans ce que je fais maintenant. Donc c'était plus du rap, du brag rap, du swag rap, si on peut dire ça comme ça. T'as beaucoup nommé des rappeurs très excentriques, extravertis, c'est fort. Okay. C'est pas mal ça qui m'a inspiré, je te dirais. Après, en faisant ce que je fais à fur et à mesure, j'ai pu constater qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans la même lignée que moi, un peu, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est en découvrant après par des gars comme... si on parle vraiment de rap keb, si on peut dire ça comme ça, ça serait des gars comme, mettons, des gars de Double Shot, Baxter Dexter, Starkey Starks, de Montréal, qui m'ont dit, OK, dans le fond, tu peux faire du rap américain, mais en français. C'est ce qui m'a poussé, puis c'est ce qui m'a inspiré à faire ce que je fais maintenant. Et donc, une deuxième question, un peu en lien avec ça. À quel point, pour vous, votre identité d'artiste reflète votre identité, genre, réelle, personnelle? Wow! Personnellement, je peux dire que mon identité personnelle puis mon identité artistique... En fait, mon identité artistique est une caricature de ma vie réelle. C'est des traits amplifiés, grossis beaucoup pour faire des images qui sont accessibles, que les gens peuvent comprendre facilement. Puis en même temps, ça me garde une certaine pudeur de pas me rendre complètement malade à aller... Je veux dire, c'est ça. Je pense pas que Tobey Maguire, il a le goût de se faire appeler Spider-Man quand il sort de plateau. Puis je suis persuadé qu'il vit une vie très différente de celle de Spider-Man. C'est un peu la même chose. On met beaucoup d'authenticité, mais c'est pour ça qu'il y a du shock factor, il y a de l'humour, il y a du divertissement pour justement pas que ça soit un journal intime. Tu croises des gens qui, finalement, ils te connaissent plus que tes proches. T'sais. Moi, en tout cas, c'est un peu comme ça que je le vis. J'allais le dire aussi, authenticité. Je pense que c'est un mot qui va représenter beaucoup les rappeurs d'ici, en tout cas. Je peux pas dire pour ailleurs, mais au Québec, on est très authentique, je pense, puis c'est important. Tout à fait. C'est très vrai. Ceci étant dit, en France, je suis pas prêt à dire que c'est exactement la même chose quand tu regardes des gars comme SCH qui jouent les grands importateurs italiens dignes de Tony Montana. Qui jouent totalement un rôle, finalement. À 100%. Ziak, Booba. Booba est pas un grand trafiquant de drogue. Là. Il habite à Miami avec ses enfants, puis il y a un personnage de scène. Nous, au Québec, c'est là où il y a vraiment une différence, l'authenticité puis le background. Faut dire aussi que c'est tellement petit, tout le monde se sait très rapidement. Si tu racontes une vie qui n'est pas exactement la tienne, tu vas pas être crédible pour la plupart des... Il vaut mieux que tu racontes des affaires un peu poches qui te mettent pas en valeur, mais que c'est ta réalité. Tu sais, les gens vont beaucoup plus être touchés. Les jeunes, ils recopient les choses, pour ça, ils les refont. Par exemple, ce qui se fait à New York, on va dire, genre, ce qui est cool à New York, on va dire, toutes leurs danses, tous leurs trucs de hops, tout ça, on va dire. Puis ici, les jeunes de mon âge, ils essaient de refaire ça, genre. Mais vu que eux, c'est pas leur vie vraiment, c'est juste, genre, malaisant puis cringe, genre. Mais, ouais, je suis d'accord avec ça, moi. Ouais. Je vais ramener un peu ce que Saint-Sou disait. Il y a beaucoup la crédibilité qui est en jeu. Si tu fais un peu ce que King Fally disait,
prôner des choses qui te collent pas à la peau, ben ça va beaucoup se sentir. Et j'ai l'impression que ton discours devient un petit peu moins crédible au niveau de la scène. C'est qu'ici, on se croise au service à l'auto du McDonald's. C'est ça, la réalité. Tu croiseras pas Booba, tu croiseras pas Maes. Maes, il habite à Dubaï. Booba, il est à Miami. Fait qu'ils peuvent entretenir des personnages extravagants. Moi, souvent, je dis, il y a une catégorie de rappeurs français, ils ont regardé la WWF. C'est des gens qui ont regardé le catch. Tu regardes des gars comme SCH, comme Ziak, comme Caris. C'est des gens qui ont eu des longues carrières de lyriciste. Je suis un vrai être humain authentique. Ça a pas pogné. Ils ont fabriqué des personnages dignes de vilains de Gotham City, des gros méchants. Et résultat, ben là, il y a une émulation, puis les gens ils sont intéressés. Parce que c'est littéralement mythologique. C'est comme plus gros que l'être humain. Mais je pense pas qu'au Québec, de par la démographie puis la superficie, je pense pas que c'est quelque chose qui pourrait se faire. Mais tu peux abuser aussi de ton personnage en mode, on va dire... je sais pas, moi. La caricature, un peu, comme il disait, Ouais. l'amplifier. Exactement. Ouais. C'est vrai, mais tu l'amplifies. On va dire, je sais pas moi, hier, j'ai joué au football, j'ai attrapé un ballon. Hier, j'ai joué au football, il pleuvait, j'ai couru sous la neige, j'ai attrapé le ballon de vive voix, puis après ça, j'ai fait un gros touchdown. Tu comprends? Voilà. Tu peux le... Mais il faut que la base soit vraie, on va dire. Extrapoler, voilà. Être vrai, c'est une notion du rap qui est là depuis la belle époque, si on peut dire ça comme ça. C'est important dans le rap de, comme on dit, keep it real. Il y a des expressions dans le rap que, même en même temps, une expression qui est là depuis pas trop longtemps, c'est comme dire no cap pour dire que tu mens pas. Fait que c'est quelque chose, c'est une notion qui est vraiment vraie, d'être vrai à toi-même. Puis c'est comme on le dit, c'est bizarre. En même temps, je te donne un exemple. Si je serais un rappeur qui rapperait de yo, en même temps, je me traîne avec un paquet de guns, whatever, nanana, mais quand tu me vois, j'étais avec mes enfants, whatever. J'ai pas d'enfants, style, mais en temps partiel, mais bref. Mais style, si tu me vois après par la suite, puis tu me vois dans la vie de tous les jours, puis tu vois que c'est pas vrai, pourquoi t'aurais le goût de m'écouter ou de me dire vers la suite? Contrairement à d'autres styles de musique, je te donne un exemple. Ozzy Osbourne, c'est un gros chanteur de métal, whatever, il mange des chauves-souris. Tout le monde sait qu'il mange pas de chauves-souris pour de vrai. Mais on s'en fout, c'est l'image de la musique. Tandis que dans le rap, c'est une notion d'être vrai dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans ce que tu représentes. Puis je pense que ça se représente à ce qui se fait maintenant, etc. Il y a beaucoup de notions de compétition interne dans le rap aussi. C'est très communautaire. Les gens se croisent, Donc, c'est moins individualiste, un peu comme sport, que faire de la pop, faire un paquet d'autres styles musicaux. Fait que si tu racontes des choses qui sont pas réelles par rapport à ta vie, comme je disais tout à l'heure, tu vas pas être crédible pour ton milieu. Puis étant donné qu'il y a cette petite compétition-là, ben, tu vas peut-être te faire envoyer une petite ligne dans une chanson. Ou dans un battle. Ou dans un battle, bien entendu, 100%. Et est-ce que vous êtes confronté de temps en temps par d'autres rappeurs qui présentent une identité qui vous fait questionner la vôtre dans une certaine sens? Moi, je dirais pas nécessairement, parce que si tu sais qui t'es comme personne, t'as pas besoin de te sentir pas à ta place ou pas concerné par ce que les autres personnes disent. Sens que c'est sûr que si, par exemple, on va prendre un exemple. Si je te dirais dans mes chansons que je suis un gros vendeur de drogue, mais le gros vendeur de drogue, il va se dire, yo, ce gars-là, j'ai jamais vu dans un deal de drogue, je sais qu'il connaît pas telle personne. Ce gars-là m'achète du pot. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que tu vas comprendre que c'est faux, c'est exact. Fait que je dirais que oui, tu peux te faire confronter, mais seulement si tu n'es pas prêt à ce que tu fais et à ce que tu es comme personne, Exactement. simplement. Au niveau de la confrontation, je pense que le rap est un milieu très, très ouvert de base. C'est un milieu où, comme on disait tout à l'heure, c'est contestataire, chacun a son identité. Donc, pour moi, c'est difficile d'être choqué par ce qu'un autre rappeur va dire. Je m'y rattachera peut-être pas, mais voilà. C'est important de savoir que la musique qui est tendance dans le rap, c'est très cyclique. Donc, admettons, au début des années 2010, il y avait une tendance de rappeurs très sérieux, un peu obscurs, sourcils froncés, la casquette comme ça. À un moment donné, le buzz, ça a plus été des rappeurs comme Dead Obies, Larry Kidd, à la Claire, qui avaient des sons plus synthétiques, des personnalités plus foufou humoristiques. Là, on est tombé dans une ère un peu de street rap, un peu plus hardcore. C'est très cyclique. Fait que c'est important de savoir que il y a plusieurs styles de rap, mais aussi dans hip-hop, il y a hip, c'est-à-dire que il y a des tendances à suivre pour rester pertinent puis évoluer avec l'air du temps. Après, de la bonne musique, c'est intemporel, ça vieillit bien. Donc, tout dépendant, est-ce que tu veux le son de l'heure ou est-ce que tu veux, dans 10 ans, qu'il y a encore des gens qui disent « Wow, c'est incroyable ». T-Pain, en ce moment, c'est quelque chose qui vieillit très mal. Je peux pas écouter ça, là. Ça sera pas mon réveil matin, Lil Jon, admettons.
C'est vrai qu'il y a de la musique qui vieillit très mal. Oui. Même les vieux groupes rap-keb qu'on écoutait à l'époque, j'ai fait un petit survol. Ah, c'est fou, hein? Ça vieillit tellement mal, c'est fou. Puis il y en a qui vieillissent tellement bien. Je pense à Rain Man, qui l'ont fait avec l'Orchestre symphonique récemment. Sans pression, c'est des trucs qui vieillissent très, très bien. C'est souvent des choix d'instruments aussi. Une guitare, un piano, c'est pas des affaires qui vieillissent. Justement, quand il y a eu le petit era à la Claire des Obies, il y avait des gens qui disaient « Ah, le rap de guitare, ah, les pianos violons. » Mais c'est des instruments qui sont intemporels. Je veux dire, il y avait du piano dans la musique classique qui était à la mode il y a 200-300 ans. Je pense que le piano, c'est une valeur sûre. C'est comme le noir. Moi, j'écris pour beaucoup de gens. J'ai écrit pour des gens qui ont des plaques sur leur mur. Je briserais ton enfance si tu savais pour qui j'ai écrit. Tu dirais quoi? Non. Ben. Ça, je pense qu'il y a deux opinions. Il y a deux opinions, moi, personnellement, je pense, dans le rap. Il y a ceux qui sont très contre ça, finalement. Tu sais, ça enlève un petit peu d'authenticité, justement, à ce que tu fais. Puis il y en a d'autres qui, moi, personnellement, je trouve que c'est de l'art. Si tu écris ton texte avec peu importe qui ou s'il colle à la peau, pour moi, ça me dérange pas. T'sais. Je suis de la même école. Je pense pareil. Diams, qui est une des meilleures écrivaines, tout sexe confondu de l'histoire du rap français. Moi, c'est dans mon top 2, 3 ever. Diams, sur son album Brut de femme, a un texte écrit par Lino d'Arsenic, qui est une autre plume incroyable. Mais si tu penses, j'ai des frissons d'en face à y penser, si tu écris une chanson pour moi qui reflète ma vie, ben là, il y a une autre profondeur, il y a d'autres chants lexicaux. Je pense que c'est des belles rencontres. Ben oui. Il y a des chansons que tu écoutes, que tu trouves bonnes, que quelqu'un d'autre a écrit, mais que la personne qui a écrit, si elle avait rappé, est-ce que tu aurais écouté la chanson? Est-ce que non. Mais moi, personnellement, j'ai pas de ghostwriter. Moi, j'écris moi-même mes affaires. Je veux pas que quelqu'un écrive mes trucs pour moi. Tu vois? Mais peut-être un jour, je collaborerai avec quelqu'un qui écrit avec moi, puis ça pourrait être nice, ça pourrait me sortir de ma zone de confort aussi. Pourquoi pas essayer? Ça dépend de la notion du qu'est-ce qu'est un ghostwriter. Je donne un exemple, comme vous avez dit tout à l'heure. Si moi, je suis au studio, par exemple, que je travaille sur une chanson, whatever, moi, personnellement, je ne vais pas considérer ça un ghostwriter si un gars me donne une bars, parce qu'il n'a pas écrit l'essence du texte au complet. Mais si on prend dans l'optique que, par exemple, moi, j'ai rien écrit du tout, puis la personne a écrit le verse au complet, là, je considérais ça comme du ghostwriting. Mais ça, c'est plus quelque chose qu'on voit dans le hip-hop, parce que si tu penses, mettons, à la pop, c'est reconnu. Là. Il y a beaucoup d'artistes que tu penses que c'est, par exemple, si tu penses que c'est Rihanna qui a chanté Diamonds ou qui a écrit Diamonds, mais Rihanna s'est fait livrer le morceau sur un plateau d'or, là, avec l'instrumental déjà fait, les paroles déjà écrites, puis elle, tout ce qu'elle a besoin de refaire, c'est refaire à sa manière, puis rajouter sa... Elle a même une référence préenregistrée du gars qui a écrit le track avec tout le flow. Là, ben oui. C'est là que je dis que la ligne est mince entre un ghostwriter et quelqu'un qui donne une line ou whatever. Puis aussi, c'est la manière comment on le présente par la suite. Tu sais, il y a des personnes comme Saint-Sou, il a dit tantôt, comme lui, il a dit qu'il a écrit des chansons au complet pour d'autres personnes. Je suis prêt à mettre ma main sur le feu que la personne n'a pas dit « Yo, c'est Saint-Sou qui a fait mon verse ». Il a dit « C'est moi qui ai fait mon verse ». VS, c'est la personne qui va le dire carrément quand tu vas regarder les crédits, justement. « OK, ben yo, dans le fond, peut-être que c'est moi qui ai fait le verse ou whatever, ou... mais plutôt... J'ai fait une partie du verse, puis dans les crédits, tu vas voir le nom de Saint-Sou, VS, le ghostwriter qui est normalement une personne qui est masquée, que tu ne sais pas que c'est lui. Tu peux écrire pour quelqu'un puis être un ghostwriter. C'est deux choses qui sont différentes. C'est vraiment du cas par cas. Je vais te donner l'exemple de Kanye West, que si le livreur de pizza, il dit « mettez une tambourine », le livreur de pizza va être crédité. Là. Moi, je préfère créditer tout le monde, personnellement. Je pense que c'est un travail d'équipe. Puis même si tu étais dans l'espace, que tu as juste amené une énergie, tu m'as même pas donné une ligne, pour moi, tu fais partie de la base du morceau. Là. Moi, je vais te donner de la socan, puis il n'y a aucun souci avec ça. Je pense que c'est important. Tout à fait. Jay-Z, admettons, s'était pas dit dans l'espace public que c'est lui qui avait écrit Still Dre de Dr. Dre avant l'an dernier. Mais si tu regardes les crédits, puis je pense que les gens de la communauté hip-hop regardent beaucoup les pochettes, le genius.com, qui a fait quoi, ben ça a jamais été caché que Jay-Z a ghostwrite Still Dre, admettons. T'sais. Mais oui, au Québec, on dirait que les gens... Ils ont tellement un peu peur de ne pas être vus comme crédibles qu'ils vont essayer d'avoir l'air d'avoir porté tous les chapeaux. Tandis qu'il vaut mieux que tu t'entoures. Puis, voyons donc, je pense que c'est plus impressionnant quelqu'un qui a une grosse équipe que quelqu'un qui hey, je fais ça tout seul, c'est moi qui ai tenu à la lumière, j'ai préparé le sandwich. Puis, c'est beaucoup dans le nouveau, peut-être, era, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais nous, notre époque,
on était tellement... Hey, j'ai connu un DJ, il est incroyable, je veux qu'il scratch sur mon track. Hey, Confus de Belleuil, il fait des gros beats, je veux un beat de lui. Hey, le Keb de Complice, je veux un refrain. Fait que je pense, moi, personnellement, je suis un vieux, je viens d'une époque où les spécificités de chacun étaient vraiment importantes, puis ça venait rajouter justement de l'eau à ton moulin. À ce temps, je pense qu'on vit plus des campagnes politiques qu'on veut faire avoir l'air Drake, il a tout fait, il a tout écrit. Ouais, ça c'est vrai, ça. Ouais. C'est le dernier compétiteur de qui j'ai peur, l'intelligence artificielle. Ouais. Parce que l'intelligence artificielle peut pas reproduire des émotions, peut pas nuancer, faire des montagnes russes émotionnelles. L'intelligence artificielle va... Moi, j'ai essayé bien plusieurs... Bien utilisé, c'est un bon outil. Mais tu sais, admettons, je sais pas si tu étais là pendant l'atelier que j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de multisyllabiques puis de références sociales du moment. J'ai demandé souvent à des intelligences artificielles de me faire des rimes techniques. Pour l'instant, ils en sont pas là. Je pense que le plus gros enjeu va être, au niveau de l'intelligence artificielle, ça va être au niveau des droits pour l'interprète. Donc, à partir de l'instant où est-ce qu'un artiste, admettons, on va prendre Drake. Drake est en conflit avec sa maison de disques. Il veut pas faire son prochain album, mais il a signé son droit à l'image, le droit à sa voix, Universal. Est-ce que Universal vont être en mesure de sortir des albums IA de cet artiste-là? Moi, il y a plus un conflit éthique au niveau de l'intelligence artificielle. Moi, c'est le plagiat qui m'inquiéterait. Ouais. Parce que après avoir fait ça, j'avais demandé à l'intelligence artificielle si elle avait créé le texte de toute pièce, je ne sais plus comment je l'avais formulé, mais finalement, ils prennent ça dans une base de données. Fait qu'il n'y a rien qui nous dit que tu ne vas pas rapper un texte de quelqu'un qui a déjà été sorti, finalement. J'ai vu un autre exemple de gens qui demandaient comme hustle à l'intelligence artificielle « Écris-moi un livre pour enfants ». Et en fait, il y a plusieurs personnes qui ont commercialisé la même histoire qui a été recrachée par l'intelligence artificielle. Donc nous, comme tout à l'heure, je disais, les rappers, on est comme des Pokémon. La spécificité personnelle est vraiment importante. Donc, si j'arrive avec un couplet qui ressemble à King Fally ou qui ressemble à Eminem, le public puis la communauté hip-hop va dire « Ah, mais il y a des gens à Eminem, il y a des gens à King Fally. » Puis c'est déjà ce qu'on se fait dire. On écrit nos propres textes, puis déjà, les gens nous rattachent des fois à d'autres. Et comme qu'on a vu pendant l'atelier, il y a beaucoup de choses qui sont liées aux trajectoires personnelles de la personne, au moment même où ça se crée. Donc, l'intelligence artificielle, à ce moment-là, ne peut pas ne reproduire tout ça, les indices culturels, les indices collectifs. Moi, des fois, je demande à l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous pensez des gens qui vont perdre leur emploi à cause de l'IA et qui vont devoir se reformer à des métiers qui étaient dans des métiers traditionnels passés de génération en génération? Puis il me dit, on va les aider à se reformer dans d'autres choses. Je suis comme, mais non, c'est son père, puis son grand-père, puis l'arrière-grand-père qui ont transmis ça. Fait que l'IA, en mon sens, manque d'empathie, puis l'empathie, c'est, je pense, une qualité importante pour un artiste. On perd le côté humain, comme je disais. Je veux savoir dans quelle mesure le français que vous utilisez dans le rap diffère ou est similaire du français que vous utilisez à tous les jours. Ou même plus de français, genre les différentes langues que vous utilisez. Moi, je trouve que c'est mélangé. Parce que c'est sûr, il y a des mots en français que je peux dire. Ou, par exemple, il y a des mots que c'est plus des slangs qu'on va se dire entre nous, mais qui sont en français. Par exemple, on va plus de dire qu'est-ce qui se passe, je peux dire qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais à la fin de la journée, moi, j'ai grandi avec le français. Le français, c'est ma langue. C'est la langue que je maîtrise le mieux. Puis c'est la langue que j'ai quand je réfléchis dans ma tête. Moi, c'est toujours le français que je vais sortir dans mes textes, honnêtement. Peut-être je peux sortir avec des mots anglais parce que comme ici, on dit t'es cool, t'es ci, t'es ça. Mais ça va toujours être le français. Moi, personnellement, c'est sûr que le français, c'est très important. On parlait de quartier tout à l'heure. C'est sûr que dans le rap, on utilise les slangs qui se dit dans le quartier. Par contre, je ne pense pas que je rappe de la même manière que ce que je parle. Je me permets beaucoup plus de latitude puis d'utilisation de d'autres mots, même des choses qui se disent en France. Parfois, c'est pour la rime, pour la multi, pour... Voilà. Du verlan, ouais. Du verlan, juste pour rajouter une touche de richesse. Comme dans un texte de français, est-ce que vraiment dans le texte de français, tu parles comme que tu écris dans le texte de français? Non. C'est juste pour chercher une certaine richesse dans les mots. Puis encore, des fois, j'ai des petits doutes sur l'utilisation de certains mots.
par rapport à la crédibilité. Tu sais, je me dis, si moi, je prononce ça, je suis pas certaine. Tu sais. On va prendre, il y a un artiste que je nommerai pas qui a dit dans une chanson « Il fait chaud comme en islam ». Peut-être que de ne pas le dire, si tu as un doute du sens, ça peut être bon. Ça peut être bien. Moi, pour avoir habité à Québec, à Montréal, j'ai habité à Paris, j'ai habité en Côte d'Azur, j'ai eu des blondes de plusieurs ethnies, au sens que mon français est très mélangé. Et ça me fait une contrainte, mais surtout une force parce que je peux justement aller puiser dans différents argots qui, au final, font partie de moi. Puis qui te collent bien, finalement. Clairement, sinon, il vaut mieux ne pas le faire. Mais ouais, moi aussi, je dis ma vie, mais du sens que moi, personnellement, quand je rappe, je pense pas que. Mais plutôt, je rappe vraiment comme je m'exprime. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre le français que j'utilise sur une chanson et le français que j'utilise dans la vie de tous les jours. Surtout que si j'écris comme je parle, donc c'est toujours pareil. Personnellement, moi, j'ai jamais connu. Je pense, je serais jusqu'à une certaine limite, je pense que c'est pas mal comme ça pour plusieurs de mes pairs. Si on peut dire ça comme ça, parce que personnellement, j'ai jamais entendu quelqu'un qui rappe avec un. J'ai déjà entendu des personnes diminuer. Ben, même que c'est encore drôle, du sens que j'ai jamais entendu quelqu'un qui sonne mieux sur une chanson que quand il sonne dans la vie de tous les jours, ou peut-être vice-versa, si on peut dire ça comme ça. Donc, non, moi, je pense que les personnes qui rappent, on s'exprime de la même manière ou parlent de la même manière que les chantent ou quoi que ce soit. Mais ça dépend aussi, parce que, par exemple, on va aller, par exemple, sur un beat rap comme ça, tu vas rapper comme tu parles, mais, par exemple, on va dire une chanson plus... que tu vas prendre vraiment plus de temps à écrire. On va dire une chanson que tu fais pour ta mère. Oui, tu vas parler comme tu parles, mais c'est sûr que tu vas chercher des mots un peu plus... Tu dis ça, puis moi, King Fally, t'es un rapper que je trouve que tu t'exprimes dans tes raps vraiment comme tu parles. Je trouve que t'es super naturel. Ben oui, c'est comme je parle, c'est sûr et certain, mais... OK, par exemple, si je suis en featuring avec Damso, je vais pas juste parler comme je parle, je vais essayer de trouver des mots riches pour essayer Puis de faire en pourtant, sorte Damso, que... s'il tu veut vois? collaborer avec toi, c'est pas pour la version je prends des mots riches. Il veut Non. collaborer avec toi pour ton On va son s'enquêter, à toi. ouais. Mais je c'est comprends sûr, ce ça que va tu être veux pour dire. moi. Un petit effort. Un petit effort c'est sûr, supplémentaire. exactement. Pour être différent de ce que j'ai déjà fait. Tu vois ce que je veux dire? Toujours m'innover, toujours m'innover, toujours m'innover à chaque fois. Pas juste rester bloqué sur le même je rappe comme je suis, je rappe comme je Ouais. suis. Puis en même comme temps, je je suis, trouve mais... que c'est ce qui fait un peu Ouais. la beauté du rap au Québec, c'est qu'il y a tellement de styles de rap, tellement de styles de rappeurs. Je sais que Busy rappe exactement comme il parle. Ça, j'en suis certain. Il y a le slang Je Québec, confirme. Limoilou, Je Purple. confirme. Puis, tu sais, je trouve que ça a toute sa place, finalement, tant que ça reste authentique. Pour avoir déjà écrit avec d'autres personnes, c'est sûr que l'interprétation joue beaucoup. C'est là que tu viens rechercher ton authenticité. Je me répète beaucoup, mais c'est là que tu viens te coller son texte à la peau. Fait que parfois même, tu remodifies le texte qui a été écrit. Voilà. Dans le temps, je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'artistes, souvent des rappeurs du Québec, qui se disaient OK, si je veux me faire écouter en France, il faut que je rappe avec un accent français. Moi, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a. Ouais, c'est ça, c'est des choses qu'on a vues dans le passé. Ça revient même. Ah ouais? Ah bon, tu vois. Ah ouais, fax. Fait que, mais avec le temps, on a vu maintenant qu'on peut faire ce qu'on peut faire avec notre sauce à nous. Donc, c'est une mode, si on peut dire ça comme ça, qu'on a vu disparaître avec le temps. Fait que maintenant, c'est normal de rapper, selon moi, de rapper comme tu parles ou quoi que ce soit. C'est sûr que, par exemple, je te donne un exemple. Si on prendrait l'exemple de King Fally encore une fois, si je ferais un featuring avec Damso, mais je sais peut-être que le public qui va l'écouter, c'est un public qui va peut-être plus européen. Fait que c'est sûr que je vais peut-être pas utiliser nécessairement mon jargon du Québec ou whatever. Et pourtant, j'ai envie de dire que si Damso veut faire un feat avec King Fally, c'est On parce va le dire, qu'il y a un saut d'approbation sur la couleur King Fally, Mais sur tu le dialecte. utilises ton jargon, mais tu peux faire une buzz pour que Stéphane à lui soit comme Ah, ben oui, OK, ok, tu vois ce que je veux Comme il va dire? le faire aussi, Mais tu bien vas sûr. pas. C'est pour ça que je suis plus d'accord avec lui parce que tu vas utiliser ton jargon, mais tu vas mettre une buzz pour que tu sais que lui il va être choqué. Un exemple, un artiste français qui s'appelle Al Capote, qui est reconnu pour être un artiste excessivement grivois. Très féministe. Le gars a fait une collaboration avec Philippe Catherine, qui est un chanteur plus à tendance folk, un peu coloré. Qu'est-ce qui lie ces deux hommes-là? C'est l'amour. Parler d'amour, parler de femmes. Résultat, Philippe Catherine a fait Philippe Catherine, Al Capote a fait du Al Capote. Mais le featuring, finalement, c'est une rencontre plus qu'une espèce de... On crée un truc homogène. C'est la rencontre qui crée cette dimension-là. Moi, je trouve ça tellement beau. Si on parle des artistes au Québec, mais de différentes régions au Québec, est-ce que vous percevez les différences de langue lorsque les gens s'expriment dans le rap? Complètement. Ouais. Vraiment. Oui, oui. Et de quelle manière? J'ai genre? l'impression qu'à Montréal, en ce moment, on est dans un français très posé. Il y a très peu d'artistes montréalais qui crient
dans le micro. À Québec, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de la gorge, on est un peu plus agressif, il y a plus, c'est peut-être même plus émotionnel. Regarde des gars comme Soulja, des gars comme Psychedelic, des filles comme MCM. C'est beaucoup dans le... Ouais, on sent même que c'est écorché dans l'interprétation. Là, c'est très touchant. Là où à Montréal, c'est peut-être un peu plus too cool for school, comme je disais tantôt. On est moins... on en met moins. Quels sont les rapports entre les artistes établis et la relève? Genre, pour les jeunes, est-ce que les artistes plus connus sont comme des modèles pour vous? Et pour les artistes établis, qu'est-ce que vous voulez léguer aux plus jeunes? Moi, premièrement, j'ai de la misère à me situer entre les deux, disons. Puis, si je peux dire, quand j'ai commencé, c'est sûr quand on commence, je ne sais pas pour les autres s'ils vont pouvoir approuver ce que je dis, mais on cherche un peu une espèce de validation, d'approbation des anciens, mais il y a aussi un peu ce côté genre, t'es la nouvelle vague, fait que tu sais, tu crées ce que va devenir le hip-hop au Québec, finalement. Je suis d'accord avec ça. Moi, je pense que ça peut aller que pour le mieux. Et je pense qu'il y a un autre atout qu'on a maintenant que peut-être toi, dans tes années, tu n'avais pas. Nous, on a les réseaux sociaux. TikTok, ça a été beaucoup jugé, mais par exemple, moi, j'ai posté une vidéo sur TikTok de moi qui a rappé. Ça a fait, on va dire, 100 000 vues. Il y avait des gars de France, des gars de Suisse, des gars de nanana. Puis j'ai reçu un DM d'un jeune rappeur de France que moi, j'écoutais, justement. Moi, je pense que ça peut aller que pour le mieux grâce aux réseaux sociaux, que ça va vite, 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 ça va vite. Puis peut-être une vidéo, ça peut rentrer dans le champ réseau de quelqu'un, on va dire, qui tombe dessus, puis qu'il en parle à l'autre, que voilà, quoi. Puis là, si je peux poser une petite question à la New Wave, finalement, est-ce que tu te fies un peu à ce qui s'est fait auparavant ou pas du tout? Genre, tu tapes ton chemin directement? Moi, je me fie à ce qui s'est fait auparavant, 100%, bien sûr. C'est sûr que c'est un peu important. Okay. Je pense que les artistes, en vieillissant dans le rap, après avoir fait de la tournée, sorti des projets, souvent, un des ambitions qui suit, c'est de développer d'autres artistes. C'est très, très, très récurrent dans le rap. Puis je pense que c'est un bel échange parce que ça permet à ces vieux-là de continuer à prendre part à la culture. Puis ça permet aux jeunes d'éviter des erreurs que parfois les vétérans ont fait dans leur temps, puis de bénéficier, c'est ça, de ces avancées-là. Mais il y a un moment très rapide où tu passes d'un jeune de la relève à être un vétéran. Quand MCM disait tout à l'heure, je sais pas, je me situe dans quelle partie? Je suis encore perdue. Précisément, t'es la vieille relève. Oui, c'est ça. C'est comme le sport, en fait. C'est exactement ça. Exactement comme le sport. Ouais, moi aussi, je suis du même avis, du sens que je trouve que présentement, la scène ou le hip-hop d'ici est dans un très, très bel état, du sens que la game est très, très belle là, en ce moment. Que ce soit nécessairement aux côtés des rappeurs, aux côtés de l'exposure qu'on a vis-à-vis des médias, du sens que avant, ça m'aurait fortement étonné qu'il y ait des études sur le rap. Et regarde, on est ici présentement à cause de ça. Donc, je trouve que non, c'est une bonne place. Puis que ce soit aussi, comme je disais tantôt, au niveau des médias. Avant, il y avait moins de rap qui passait à la radio, alors que maintenant, le rap, c'est c'est le genre musical qui est le plus. Il y a des gars qui remplissent des salles avec ça. Il y a des gars qui voilà. C'est où que j'en reviens avec les réseaux aussi, parce que, par exemple, moi, à Sherbrooke, je suis capable de faire des salles d'à peu près 150 personnes, 200 personnes, qu'avec les réseaux. Puis il n'y a pas d'affiches dans la ville, il n'y a pas des trucs, c'est moi qui fais des vidéos sur TikTok ou sur Instagram pour dire j'ai un show telle date, venez, nanana, et ça se remplit, tu vois. C'est fou comment, à l'époque, on devait travailler fort. Exactement. Les réseaux, je ne dis pas que vous ne travaillez pas fort, par exemple, parce que c'est un art. C'est un art maîtriser les réseaux sociaux. Ouais. Moi, j'ai encore du mal. Avec Soulja, là, on allait... Il y avait déjà un gros buzz. Moi, j'étais Word Up, j'allais en France. On allait dans les écoles porter des flyers aux jeunes, les rencontrer. Mais tu le fais toujours. Je le fais toujours. Of course. Je vais voir des gens, je donne des billets, je vends des billets. Je suis pas en train de dire que c'était mieux, que c'était au contraire. Là, les réseaux sociaux, c'est incroyable, justement, pour se faire connaître. Mais la vraie vie, c'est toujours le number one, déjà. Mais le réseau, c'est un atout qui peut t'aider. Mais c'est toujours la vraie vie qui va être la meilleure source pour rencontrer des gens, parler avec des gens. Parce que les réseaux, ça peut se détourner demain. Puis si toute ta carrière est faite sur les réseaux, mais t'es dans la merde, tu vois. Le R&B nous manque. On a envie de s'aimer, on a envie de danser. Ça manque, mais tellement. Puis la présence des femmes, encore plus. En France, il y a tellement de femmes à des positions clés dans l'industrie. Puis je pense que chaque artiste masculin gagnerait à avoir des points de vue puis de la structure féminine autour de son œuvre. Il
y a beaucoup de rappers, malheureusement, qui rappent pour leur gang de chums. Puis c'est... Alors que pour les shows, c'est les femmes qui achètent les billets. Précisément, les hommes consomment ce que les femmes décident. C'est très souvent comme ça, même dans le rap. Fait que oui, tant mieux, amenez-en plus de rappeuses, plus de productrices. Sarah Bergeron à Montréal, qui est une des meilleures beatmakers québécoises. Personnellement, même je le dis devant la caméra, je la trouve meilleure que Rough Sound. La fille, elle joue de la guitare, elle produit tous les styles musicaux. Il y a des gens, je pense, qui vont être capables justement de créer. Lauryn Hill, personnellement, est dans mon top 3 rappeurs de tous les temps. Diams est ma rappeuse française préférée de tous les temps. Fait que je suis pas prêt à dire que le rap, c'est quelque chose de foncièrement masculin. Puis j'encourage encore plus de femmes à venir aider le mouvement, là, bien sûr. Ça va être différent aussi, avec beaucoup plus de femmes. Il y aura d'autres styles, il y aura d'autres verses, un autre point de vue, tu vois. Moi, je pense que la jeunesse et les OG, comme on dit dans le rap, c'est vraiment très, très près, puis c'est vraiment important. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de vieux rappeurs qui gagneraient à se tenir proche des jeunes. C'est vraiment important. Puis dès le moment où tu suis plus ce qui se fait du côté des jeunes, tu es dépassé dans le hip-hop. C'est pour ça que moi, je trouve que Soulja est number one, pour moi, honnêtement. Même déjà là, il est allé voir JJ, un jeune, puis... Il est toujours là, il me soutient. Quand même, en fin de semaine, il m'a invité, il a rempli le Granada. Il m'a invité pour que je sois là, puis on a discuté, puis on a parlé. Puis il me dit, oh, bro, toi, t'es à relève, continue comme ça, bro. Prochaine fois, c'est toi qui vas remplir ici, tu vois. Ouais. Puis il est toujours là pour les jeunes, puis il est actif. Il regarde tout ce qui se passe. Il essaie de s'innover. Puis c'est pour ça que Soulja, pour moi, c'est le number one ici, tu vois. Très humble aussi. Puis malgré son âge, moi, je pensais même pas qu'il avait 35 ans. Genre, comment il me parle et tout, je pensais qu'il avait mon âge, frère. Tellement il est connecté, tellement il est là. Il est très près de la jeunesse. C'est ce qui fait de lui ce qui est. Ouais. Je veux savoir comment vous voyez l'avenir proche du rap québécois. Je vais commencer là-dessus. Comment je la vois? Ben, comme disait Busy tout à l'heure, le rap québécois se porte extrêmement bien. Moi, quand j'ai débuté, c'était vraiment pas ça. Ça allait pas si bien que ça. C'est beau de voir ça aller. C'est beau de voir le nombre de choix, le nombre d'artistes qui rayonnent. Juste à l'époque, je pouvais nommer peut-être 3 rappeuses qui étaient actives. Là, j'aurais pas assez de mes mains pour les compter finalement. Fait que moi, je nous souhaite encore mieux. J'espère que les rappeurs vont continuer dans cette voie-là puis rayonner finalement. Moi, je pense qu'avec les dernières années post-COVID, où les gens ont moins dansé, les gens ont moins sorti, les gens sont plus introspectifs, peut-être à la maison, je pense que la musique à texte va beaucoup revenir dans le rap. Je pense que c'est la prochaine étape, le retour vers des textes riches puis des émotions. Old school même un peu. Précisément. On le voit même en France en ce moment, il y a un clash entre 2 jeunes qui s'appellent 404 Billy puis Benjamin Epps. Ils se clashent sur des beats de boom bap à l'ancienne, des punchlines, c'est riche. Les gens réfléchissent beaucoup, les gens ont beaucoup d'anxiété. Je pense que dans cette époque de réflexion, je crois que la musique à texte va revenir. Et on va retrouver ce genre de joie, de rassemblement, j'imagine. Ouais, je suis d'accord avec ça, moi. Il n'y a pas rien qui est là pour nous reculer. Fait que ça peut juste aller de l'avant. Que ce soit à courte durée ou à longue durée, ou peu importe le ratio de temps qu'on met là-dessus, tout se passe bien. Tant qu'il y a des personnes qui sont là pour écouter puis des gens sont là pour donner du bon produit, les choses vont bien aller par la suite. Puis, rap is rap. Les valves sont ouvertes quand même. Fait que c'est le temps de passer. On est très dans l'acceptation dans le rap. C'est plutôt au niveau du mainstream, des médias, à qui on accorde les subventions. Moi, je souhaite au rap anglophone, personnellement, moi, ça m'effraie pas du tout d'en voir plus, puis je leur souhaite d'avoir le même push, finalement, que ceux qui rappent en français. Puis, c'est inévitable, il va en avoir plus, il faut s'y attendre. Mike Schaab est dans mon top 3 rappeurs québécois. C'est la première fois en 20 ans qu'il y a un rappeur anglophone qui se retrouve dans mon top 3. Le gars, il se fait valider par des légendes du rap américain. J'ai l'impression qu'il va arriver à percer une porte. Puis comme MCM dit, c'est tellement communautaire, le rap, que limite, quand quelqu'un a une victoire, tu la prends aussi comme une de tes victoires. On se réjouit du succès des autres. Puis je pense qu'il va en avoir plus. Il y a eu des rappeurs anglophones très talentueux dans les 15-20 dernières années. Je pense que le fait que Montréal soit excentré par rapport aux États-Unis puis au reste du Canada a empêché des beaux talents d'éclore à l'international. Mais je pense qu'on y est, là. Puis vraiment, je pense quelque chose qu'il faut être fier. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du français dans le rap québécois, si je peux demander? Moi, je pense que ça va pour le mieux.
Je pense qu'on va monter. Il faut juste que les gars ils soient sérieux. Il faut que tout le monde soit sérieux. Il faut qu'on travaille tous fort. Il faut qu'on sorte de la musique. Il faut qu'on soit proche des gens qui nous écoutent. Il faut qu'on essaie de faire des premières parties, d'essayer de faire des shows, essayer de... la musique, c'est un travail comme ça. Tu peux pas faire une chanson, disparaître un an, sortir une autre chanson. Ça marche plus, ça, tu vois. C'est constamment essaye. Même si c'est juste un audio, sors un audio. Même si c'est juste un freestyle, sors ça. Et c'est ça que moi, j'ai compris. Puis ça, c'est ça que j'essaie de faire le plus possible. Puis t'auras pas toujours la qualité la plus maximale, mais sors qu'est-ce que t'as, honnêtement. Moi, personnellement, je suis pas inquiète du tout pour la langue française dans le rap québécois. C'est là pour rester. C'est ce qui fait notre image, notre beauté. On pense à Roger, tu en parlais tout à l'heure, qui est un phénomène en France, puis c'est de par sa langue française québécoise, dont il est très fier. Clairement, même tu parles avec des gens de labels français, ils vont dire à un artiste québécois, « deviens pas français de France, on en a déjà plein. » Fait que c'est une valeur ajoutée complètement. Moi, je pense que le rap va continuer de transmettre même l'amour du français à des gens qui n'ont pas de background académique, qui sont pas intéressés par l'école, à des décrocheurs, à un paquet de gens, que finalement, ça devient pas un truc théorique, mais un feu d'artifice qu'ils peuvent fabriquer avec. Oui. Puis on voit aussi sur les réseaux sociaux cette nouvelle appréciation pour l'originalité qui vient avec les régionalismes et tout. Donc, moi aussi, je pense que ça va être beau comme avenir. Donc, merci toutes et Merci tous. à vous.